Chérif Diop Ibrahima Fall qui nous a pas encore rejoint. On aurait aimé nous arrêter sur la célébration internationale de la journée dédiée à la lutte contre la corruption et faire le point pour ce qui est du Sénégal, ce qui a été fait pour des efforts, s'il y en a, s'il y a également des bons ou mauvais points, qu'on puisse s'arrêter là-dessus et qu'on puisse savoir ce qu'il en est réellement. Monsieur Ibrahima Fall qui a décidé finalement de nous rejoindre. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Le micro. Alors, d'abord, on s'arrête à la gouvernance économique du Sénégal, la reddition des comptes. Quelle note attribuerez-vous au Sénégal? Je serais prétentieux si je devais attribuer une note au Sénégal. Je pense que c'est le rôle d'institutions qui sont reconnues pour faire ce travail régulièrement, pour faire ce travail annuellement. Et donc, en l'espèce, je pense que la voie de Transparency International est la plus autorisée, oui. Qui donne, dans le dernier rapport, 45 points sur 100 au Sénégal. Donc, le Sénégal occuperait la 67e place, voilà, sur 180 pays en termes d'indice de perception de la corruption. Et donc, on occuperait également la 7e place dans le top 10 des pays africains les moins corrompus. Donc, mais au-delà des chiffres rapportés à la réalité aujourd'hui, en tant qu'acteur du secteur qui mène ce combat au quotidien, quel est l'état de la gouvernance aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a eu à décrier entre 2005 et 2012? De 2012 à 2019, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret? De concret par rapport à la gestion, à la lutte contre la corruption. Au mécanisme et aux résultats. Est-ce que les résultats escomptés sont au rendez-vous justement? En tout cas, en ce qui concerne l'OFNAC, les résultats sont au rendez-vous. Nous faisons notre travail sereinement. Nous déposons nos conclusions auprès de qui de droit. Et donc, nous estimons que notre part du travail est faite. En ce qui concerne maintenant la gouvernance générale, il peut y avoir des difficultés à certains niveaux, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, nous menons nos activités de prévention, parce que la lutte contre la corruption, c'est aussi la prévention, c'est d'abord d'ailleurs la prévention, ensuite la répression des faits de corruption. Donc sur ces deux membranes de la lutte contre la corruption, nous faisons le travail qui est le nôtre. Voilà. Et donc, pour cette année, est-ce que vous avez eu des plaintes ou des dénonciations qui ont Absolument, nous en recevons régulièrement. Alors, depuis la création de l'OFNAC en 2014, jusqu'à maintenant, donc jusqu'à la date du 6 décembre, nous avons reçu 1469 plaintes, plaintes et dénonciations de la part des particuliers. Et donc, rien que pour l'année 2019 qui est en cours et qui n'est pas encore achevée, nous sommes à 119 plaintes reçues, enregistrées à l'OFNAC. Voilà. Et ça a été traité? Oui, alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il peut arriver... Si vous nous donnez comme ça les chiffres, oui. Ça peut sembler assez important ce qui a été fait. Mais dans le concret, qu'est-ce que cela donne? Oui, alors, dans le concret, qu'est-ce que cela donne? Cela donne des enquêtes, des investigations qui sont en cours. Mais ce ne sont pas toutes les plaintes qui aboutissent à des investigations. Il peut arriver, surtout au début, à la création de l'OFNAC, il est arrivé que l'OFNAC soit saisi de plaintes sur des sujets qui n'entraient pas dans le champ de compétences de l'OFNAC, au début surtout. Et ce qui explique parfois ce chiffre-là qui est assez important. Et donc, il y a des décisions de classement sans suite, parce qu'on peut recevoir des plaintes sur des sujets qui ne sont pas de la compétence de l'OFNAC. Donc, il y a des décisions de classement sans suite, mais chaque fois que, après étude, l'OFNAC estime qu'il y a des possibilités qu'on soit face à des faits de fraude ou de corruption, de pratiques assimilées ou d'infractions connexes, il est ouvert... Est-ce que l'Office dispose de suffisamment de moyens aujourd'hui pour pouvoir exercer la plénitude de ses attributions? Alors, on n'a pas toujours les moyens qu'il faut, mais avec le peu que nous avons, nous essayons vraiment de répondre aux attentes des Sénégalais et j'estime que nous y arrivons. Donc, nous avons, en plus des moyens en ressources humaines, surtout, nous avons également des prérogatives qui nous sont reconnues par la loi. Notamment par la loi qui crée l'OFNAC, qui donne à l'OFNAC des prérogatives importantes en matière d'enquête, en matière d'investigation. Par exemple, la possibilité
d'entendre toute personne. Et là, vraiment, la loi, elle est claire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'exception, en réalité, par rapport aux personnes qui sont susceptibles d'être auditionnées au niveau de l'OFNAC. La prérogative de réclamer des informations financières confidentielles auprès des établissements financiers et des banques. Et donc, la prérogative également d'exiger la communication de tout rapport qui aurait été fait ou élaboré par des organes de contrôle sur des faits de... Justement, en parlant de publication, depuis 2016, on vous attend. On a entendu récemment la présidente de l'OFNAC dire que 16 dossiers ou rapports ont été déjà sur la table du procureur. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi qui crée l'OFNAC, le décret, vous oblige à publier toutes les années? Alors, il y a peut-être une précision à faire par rapport à cela, et c'est important qu'on fasse cette précision. Il y a une différence à faire entre les rapports d'enquête et d'investigation qui sont produits par l'OFNAC et le rapport d'activité annuel. Il n'y a qu'un seul rapport d'activité annuel qui est remis au président de la République avant d'être publié. Donc la remise au président de la République n'est qu'une formalité préalable à la publication pour le grand public. Donc ce rapport d'activité annuel, nous avons le dernier rapport qu'on a publié, c'est le rapport 2016. Le rapport 2017 est prêt, le rapport 2018 également. Mais voilà. Donc, les blocages, il n'y a pas de blocage en tant que tel. Mais, pourquoi les rapports n'ont pas été publiés depuis 2016? Le dernier rapport qui a été publié est le rapport de 2016. Oui. Donc au jour d'aujourd'hui... Ce qui veut dire qu'avec la présidentielle de Moundiaye Diakhaté, vous n'avez publié qu'un seul rapport? Depuis qu'elle est là? Absolument. Un seul rapport. Mais comme je vous ai dit, le rapport 2017, il est prêt. Le rapport 2018, il est prêt. Maintenant, après, c'est une question d'agenda également. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une formalité préalable qui est la remise donc, du rapport au président de la République. Est-ce que la loi vous oblige à publier? Non, la loi est claire sur ce point-là. Que dit la loi par rapport à la publication? L'OFNAC publie annuellement un rapport d'activité qui est remis au président de la République. Et après? Et publié par tout moyen approprié. Voilà. Alors, je voudrais également insister sur un point. Maintenant, parler des rapports d'enquête. Alors, ces rapports-là, ils sont transmis directement au procureur de la République. Donc l'OFNAC viole la loi en ne publiant pas? Absolument pas. J'ai bien dit que le texte dit clairement... Après remise au chef de l'État, le rapport il est publié systématiquement. Systématiquement. Oui. Donc tous les rapports qui à ce jour ont été remis au président de la République sont publiés. Vous allez sur le site de l'OFNAC, vous le téléchargez. Mais obligatoirement à la fin de chaque exercice, de chaque année, le rapport doit être sur la place publique. Non. Je vous ai clairement expliqué que la remise officielle, solennelle, au président de la République est un préalable. Donc je pense avoir été... Donc finalement vous dites que c'est le président qui viole la loi? Je n'ai jamais dit que le président viole la loi. On a compris, d'accord. C'est le président qui refuse de vous recevoir. Non, il ne s'agit pas de refuser de recevoir qui que ce soit, mais le fait est que sur ce point-là... Donc par rapport à l'agenda du président, il n'a pas encore une plage pour vous recevoir, pour que vous puissiez déposer votre rapport? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je serais incapable vraiment de répondre à cette question. Tout ce que je puisse vous dire aujourd'hui sur la question des rapports d'enquête, parce que c'est important qu'on fasse cette précision-là, parce qu'il y a une certaine confusion entre les rapports d'activité et les rapports d'enquête. Les rapports d'enquête, qu'il y ait publication ou non de rapports d'activité annuelle, sont transmis régulièrement au procureur de la République et c'est le seul destinataire. C'est des rapports qui ne transitent nulle part ailleurs, ils vont directement chez le procureur de la République. Et ces rapports-là, nous les transmettons régulièrement. Et vous avez avancé le chiffre 16, ça fait plus de 16 rapports, ça fait une vingtaine de rapports qui ont... Une vingtaine de rapports, quelque part, ces rapports d'enquête n'ont pas, disons, une suite, en tout cas celle qui est attendue par le public. Le plus souvent, on voit ces rapports où on en entend parler et qu'on nous dise que c'est sur la table du procureur, mais après il n'y a pas cette suite à donner. On s'interroge sur le poids de l'OFNAC et le travail que vous faites. Est-ce que finalement cela a cette importance-là depuis que cet organe est sur place? Oui. Alors notre travail, il est régi par des textes. Nous obéissons à des règles. Voilà. Donc nous avons une loi qui dispose que une fois que nous transmettons notre rapport d'enquête au procureur de la République, nous sommes dessaisis. Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'OFNAC ne peut même pas exiger, par exemple,
un accusé de réception voilà, nous sommes dessaisis. C'est-à-dire à partir du moment où nous transmettons le rapport, cela ne nous concerne plus. Ça devient l'affaire de la justice, ça devient l'affaire des autorités judiciaires. Donc sur ce point-là, nous faisons notre part du travail conformément au texte qui nous régisse. Faire autrement serait vraiment agir en toute illégalité à notre avis. À un moment donné, le procureur Serigne Bassirou Gueye avait clairement dit qu'il avait eu à prendre un dossier qu'il avait retransmis à l'OFNAC. On a entendu également la sortie qui s'en est suivie de la présidence. Je parle de la gestion de la caisse d'avance du coude. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Ce qu'il en est, je ne saurais le dire parce que comme je vous dis, nous travaillons dans la confidentialité. Franchement, sur les rapports que nous transmettons, nous ne pouvons pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est. Parce que ce qu'il faut comprendre également et que les populations devraient comprendre, c'est que l'OFNAC est un organe d'investigation. C'est-à-dire nous réunissons, nous collectons des indices ou des preuves sur des faits de corruption ou sur des faits de fraude. Mais nous n'avons même pas aujourd'hui la compétence à qualifier par exemple certaines infractions ou délits. Voilà, donc je pense que chacun également doit respecter son rôle et donc ne pas s'arroger de droits qu'il n'a pas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des textes qui nous opposent que le seul maître des poursuites, vous mettez les doigts sur les indices, vous mettez les doigts sur les soupçons. Nous travaillons et je vous dis, nous avons des équipes expérimentées parce que le personnel enquêteur de l'OFNAC est composé d'officiers de police, d'officiers de gendarmerie, des civils qui sont analystes financiers, qui sont auditeurs. Quels sont les secteurs les plus corruptogènes au vu des dénonciations que vous avez? Alors, je répondrai peut-être à cette question sur deux angles. Le premier, c'est que l'OFNAC a commandité une étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. Donc, les conclusions de cette étude ont été rendues publiques en 2017. Et donc, les résultats nous montrent que les secteurs les plus corruptogènes, c'est la sécurité publique. La grande muette, vous tapez sur la grande muette qui n'a pas la possibilité de répondre. Non, on ne tape sur personne. Et encore une fois, je précise que c'est une étude donc, qui a été menée par un cabinet indépendant. Voilà, ce n'est pas une étude de l'OFNAC. Donc c'est une étude menée par des experts sur la base de questionnaires qui ont été servis à un échantillon. Mais justement, M. Fall, on attend les rapports des travaux qui ont été faits sur une année et à la place des rapports, vous publiez des études qui ont été faites. Et là aussi, vous attaquez vous mettez le doigt, si on peut le dire ainsi, sur la grande muette, qui n'a pas la possibilité tout le temps de répondre à ces... L'OFNAC lui-même est une grande muette. Vous n'entendrez jamais l'OFNAC communiquer sur les dossiers, par exemple. L'OFNAC lui-même est une grande muette et nous respectons ce principe-là. Le principe donc, de la présomption d'innocence et nous ne stigmatisons aucun corps. Vous m'avez demandé quels étaient les secteurs les plus corruptogènes. Je vous ai dit sur la base d'une étude que nous avons commanditée et qui a été faite par des experts. Donc par et sur la base des dénonciations que vous recevez au quotidien, sur la base de ces dénonciations-là. Sur la base des dénonciations, l'exploitation par secteur est assez difficile. Ce que j'ai pu vous dire, c'est que les faits dont nous sommes souvent saisis, c'est les faits de fraude. De fraude et corruption d'abord, de fraude tout court, de corruption ensuite. Les litiges fonciers également sont très présents dans nos rapports d'enquête. L'enrichissement illicite, le détournement de deniers publics et donc également le secteur de la passation des marchés, par exemple. Ça, c'est vraiment des secteurs qui reviennent régulièrement dans les plaintes des Sénégalais. Alors, l'OFNAC peut aujourd'hui s'autosaisir pour faire une enquête sur un cas bien précis, à moins que, Pape, c'est moi qui ai raté le coche, pour ce qui est de la sortie du Forum civil, avec Birahim Seck qui a parlé d'un scandale, 5 milliards qui auraient été remis à une autorité dans ce pays dans l'opacité, alors que cet argent était destiné à un programme dédié à la sécurité et la défense. On n'a pas entendu l'OFNAC là-dessus, où il y a une étude qui est en train d'être menée. De toute façon, vous n'entendrez jamais l'OFNAC sur ces questions-là. Je vous le dis. Si les plaignants eux-mêmes ne vont pas vers la presse pour dire nous avons déposé une plainte auprès de l'OFNAC pour tel
tel fait de fraude ou de corruption, vous n'entendrez pas l'OFNAC sur ce sujet-là. Nous menons, même s'il y avait aujourd'hui autosaisine de l'OFNAC, le grand public ne le saurait pas. Voilà. Parce que ce pouvoir d'autosaisine, nous l'exerçons en interne. Donc nous n'avons pas besoin de communiquer outre mesure sur ces... Vous ne travaillez pas là-dessus? Ou vous travaillez? Il ne veut rien dire. Mais non, de toute façon, il est évident que depuis la première présidente est partie, quand même, je pense que, et c'est vrai, l'OFNAC est devenu, et s'est mis maintenant dans une grande muette. C'est une posture conforme aux lois et règlements qui nous régissent. Je voudrais vraiment être clair sur ce sujet-là. C'est une posture qui est conforme aux lois et règlements qui régissent l'OFNAC. Nous n'avons pas aujourd'hui le droit de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit par exemple, sur la base d'une simple dénonciation, sortir dans la presse pour dire nous avons reçu telle plainte, nous avons reçu telle plainte. Ce que nous pouvons faire, c'est mener nos investigations le plus sereinement possible, le plus professionnellement possible et déposer les rapports d'investigation auprès du procureur de la République. La présidente a pris la responsabilité en marge d'une manifestation de s'épancher sur cette question-là, alors que si... S'épancher sur quelle question? De dire que sur la table du procureur, il y avait au moins 16 dossiers qui étaient déjà là. Elle n'a jamais révélé le contenu de ces dossiers. Oui, justement. Jamais. Mais quand elle avance un nombre et quand elle dit que certains rapports ont été transmis, je pense que ça c'est plus difficile que de mettre sur la place publique les rapports qui ont été déjà concoctés. Et les rapports d'enquête? Ils ne sont pas destinés au grand public, justement. Non, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, si nous faisons ce que vous suggérez, nous sommes en porte-à-faux par rapport à la loi, par rapport à la législation qui nous régit. Au jour d'aujourd'hui, le seul destinataire, le destinataire exclusif de nos rapports, c'est le procureur de la République. Nous sommes un organe d'enquête et d'investigation. Ça, il faut vraiment que les populations puissent le comprendre. La déclaration de patrimoine. Demain, je voudrais préciser, demain, si la loi nous dit, vous avez la possibilité d'agir comme partie civile dans les dossiers dont vous êtes saisi, à ce jour-là, vous verrez l'OFNAC. Est-ce que ça, c'est une requête aujourd'hui de l'OFNAC? Nous serions vraiment très à l'aise si on nous donnait cette possibilité-là. Est-ce que c'est une requête? Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est une recommandation? Je répondrai à cette question. Ailleurs, dans certains organes de lutte contre la corruption, on leur reconnaît cette possibilité-là d'agir en tant que partie civile. Il y a même dans certains pays où l'organe de lutte contre la corruption dispose d'un parquet spécial pour poursuivre les faits de fraude et de corruption. L'OFNAC a travaillé sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption où cette faiblesse-là a été diagnostiquée. Voilà. Donc le rapport sera transmis aux autorités qui prendront la meilleure décision. J'aimerais qu'on parle de la quinzaine nationale de la sensibilisation sur la corruption. Vous avez mis l'accent sur les écoles. Pourquoi? Alors nous avons mis l'accent sur les écoles parce que nous pensons que les meilleurs résultats de la lutte sur la corruption, nous les obtiendrons justement au niveau de l'école. Parce que c'est là-bas qu'on... Dans les écoles, on parle plutôt de tricherie. Oui, on parle de tricherie, mais les préparer déjà. Parce que ces enfants-là sont l'avenir de ce pays. Ils vont devenir des dirigeants, des directeurs généraux d'établissements publics. Ils vont devenir de hautes autorités, de hautes personnalités dans ce pays-là. En tout cas, les personnalités de demain sortiront de ces enfants-là. Et donc, il est important de leur inculquer déjà, à cet âge-là, les valeurs de probité et d'intégrité, et donc de les préparer à l'exercice des fonctions publiques ou même privées, vraiment dans le respect des exigences de bonne gouvernance et de transparence. Et c'est là que nous misons, parce que comme je vous ai dit, nous ne désespérons pas de rectifier les personnes qui sont égarées, les adultes, je voudrais parler des adultes, nous ne désespérons pas de les ramener donc sur le droit chemin. Et les ramener sur le droit chemin, c'est les sensibiliser, mais c'est également réprimer ou donc proposer donc de réprimer les écarts de conduite. Mais sur les enfants, vraiment nous misons sur les enfants, nous misons sur la jeune génération pour qu'elle grandisse donc avec ces valeurs-là. Et la déclaration de patrimoine, est-ce que vous continuez de recevoir? Absolument. Ou bien les réticences sont... Nous continuons, nous avons 600 déclarations reçues sur une population d'assujettis actifs de 871 assujettis. Voilà, donc ça arrive normalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahima Fall, secrétaire permanent de l'OFNAC. Merci à vous également de nous avoir suivis. Mention spéciale à l'équipe technique. Demain, Inch'Allah, à la même heure, excellente soirée sur la TFM.